Bonjour à tous et bienvenue sur Vie à Sophie, la radio du lycée Sophie Berthelot de Calais. Au programme aujourd'hui, le best-of de nos dernières émissions et ça commence tout de suite par la spéciale élection américaine présentée par Valérian en novembre dernier. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Vie à Sophie, la radio du lycée Sophie Berthelot. Il est 18h et ce soir on décolle pour les États-Unis à l'occasion des élections américaines pour une émission exclusive et à distance. C'est parti. And we will make America great again. Will you shut up, man? Nous recevons Jean-Marc Four, bonjour. Bonjour à tous. Directeur de la rédaction internationale de Radio France en direct depuis Washington. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Eh bien pour commencer, quelle est l'atmosphère à Washington actuellement ? Est-ce que les gens sont plus agités qu'à l'habituel ? Non, pour l'instant, l'atmosphère, c'est l'attente. En réalité, c'est ça qui domine. Les gens, j'ai envie de dire, ont écouté ce qu'a dit Joe Biden, c'est-à-dire soyez patients, attendez que le dépouillement s'achève. Donc l'atmosphère est assez calme. La plupart des commerces restent quand même un peu barricadés avec du contreplaqué pour protéger leur devanture. Mais il ne se passe rien dans les rues. Enfin, je veux dire, c'est assez normal. Les gens ils attendent. Voilà, ils attendent pour l'instant dans le calme. C'est ça l'atmosphère qui domine à l'heure où je vous parle. D'accord, merci. Eh bien, justement, donc à cette heure, Joe Biden, le candidat démocrate, est toujours en avance sur Donald Trump, son adversaire républicain, avec 253 grands électeurs pour l'instant. Il reste cependant plusieurs États où les résultats ne sont pas tombés. Et donc, comment va se relever le peuple américain de cette campagne hors norme, on peut dire, où la politique n'est plus réellement présente, laissant place à de l'invective et à du rapport de force entre les candidats ? Alors c'est très difficile de répondre à cette question, c'est une très bonne question, mais c'est difficile d'y répondre. Quel est le scénario le plus probable, encore une fois, à l'heure où je vous parle ? Le scénario le plus probable, c'est que Joe Biden l'emporte, parce qu'il est en tête dans les États clés où le dépouillement n'est pas achevé. La Géorgie, très légèrement en tête, mais c'est un événement s'il l'emporte. La Pennsylvanie n'est pas encore en tête, mais il va passer en tête probablement dans les heures qui viennent. Le Nevada et l'Arizona, il reste en tête. Donc la probabilité qu'il l'emporte et qu'il atteigne le chiffre magique, comme on dit ici, de 270 grands électeurs, cette probabilité est élevée. En face, quelle va être l'attitude de Donald Trump ? On en a eu les prémices, c'est pas franchement une surprise. Il est dans une disposition d'esprit où il va refuser de concéder sa défaite. Et il va le faire d'une façon qui est à la limite de la sédition, en appelant pour ainsi dire une partie de son électorat de façon directe ou indirecte j'ai presque envie de dire à de l'insurrection. Le mot est un peu excessif, mais en tout cas à ne pas respecter l'état de droit. Et c'est là où on entre en terre inconnue, c'est là où on entre dans une zone où les choses peuvent mal tourner et où, donc je peux répondre à votre question, il peut y avoir des séquelles considérables pour les États-Unis. Je pense que la clé est détenue en bonne partie par l'attitude du Parti républicain, qui est donc le parti de Donald Trump. Quelle va être l'attitude de l'état-major du parti ? On sent que le parti, depuis quelques heures, est divisé. En gros, ils seront confrontés à une alternative qui se résume assez simplement. Est-ce qu'ils privilégient la défense, la protection d'un homme, ou est-ce qu'ils privilégient la protection de la démocratie ? S'ils font le premier choix, les choses peuvent dégénérer. On peut avoir, y compris des affrontements dans les rues, et voir ressurgir des fantômes de guerre passée ici. Le mot, là encore, peut paraître fort, mais ce n'est pas à exclure. Si le Parti républicain, qui est un très grand parti, avec une très longue histoire, qui est un pilier démocratique ici, comme son homologue démocrate, si le Parti républicain se décide à respecter le vote, alors à ce moment-là, on peut espérer que les choses se passent plus calmement. Mais de toute façon, ça va laisser des séquelles, c'est une évidence. Eh bien, un grand merci à vous, Jean-Marc Four, de nous avoir répondu en direct de Washington. On vous retrouve du lundi au vendredi sur France Info, la radio, à 17h25 pour Un Monde d'avance, et aussi sur France Inter dans le 18-20 pour Le Monde d'après, juste avant 19h, du lundi au jeudi. Merci à vous. Merci. Vie à Sophie, émission spéciale.
Tout de suite, le best-of des années Trump à la Maison-Blanche avec Valérian. Via Sophie. This is America. Don't catch you slipping now. Émission spéciale. Ah, Trump, notre cher Trump. Il nous en a fait voir de toutes les couleurs. Si on ne peut pas dire de lui qu'il est le plus compétent ou le plus sain d'esprit, on ne peut nier qu'il est plein de ressources et qu'il en a toujours une bonne pour nous divertir. À moins qu'il ne soit sérieux. Quoi qu'il en soit, revoyons ensemble les meilleures bêtises et âneries de ce Trump qui trompe énormément. Notre cher ex-président américain avait plein d'idées pour contrer les problèmes de son pays. Par exemple, il proposait d'armer les professeurs pour intimider les éventuels terroristes. But if they have the aptitude, I think a concealed permit for having teachers and letting people know that there are people in the building with guns, you won't have, in my opinion, you won't have these shootings because these people are cowards. On peut tout à fait comprendre ce point de vue, même s'il ne faudrait donner des armes qu'aux professeurs ayant les classes les plus sages, sinon je verrais bien des « Oh God, that student is so annoying. If I shoot him a little bit, only one time, it wouldn't be too serious. » Son idée de bâtir un mur pour le séparer du Mexique est également hors du commun. Mais n'oublions pas que Trump est rancunier. Il n'a toujours pas digéré ce piment que Sergio lui a fait manger petit et dont il a gardé cette teinte de peau. We're going to build a wall. It's going to be built. Il s'est également illustré à de nombreuses conférences de presse. On sait qu'il a une dent contre les journalistes et il adore les rabaisser et même les clasher, si je puis dire. Comme on le voit dans cet extrait où la malheureuse journaliste a pris 1 seconde de trop avant de répondre. Okay, question? Yeah, go ahead. Sure. She's shocked that I picked her. No. She's like in a state of shock. I'm not thinking, Mr. That's President. okay, I know you're not thinking. You never do. I'm sorry? No, go ahead. Mais Trump est aussi quelqu'un de très sociable, qui se fait facilement des amis. Je vous lis son tweet de janvier 2018 où il sympathise avec Kim Jong-un. Kim Jong-un vient de dire que le bouton nucléaire est tout le temps sur son bureau. Est-ce que quelqu'un de son régime affamé et appauvri peut l'informer que j'ai un bouton nucléaire, mais qu'il est beaucoup plus grand, plus puissant et que mon bouton marche ? Et oui, vous jouiez peut-être avec vos amis à comparer qui a la plus grosse. Eh bien, Donald aussi, sauf que la sienne représente potentiellement un danger mondial, tout comme celle de son ami le Petit Gros, surnom affectif de son tweet du 11 novembre 2017, je cite « Pourquoi Kim Jong-un me traite de vieux alors que je n'ai jamais dit qu'il était petit et gros ? Ah oui, j'essaie d'être son ami, et peut-être qu'un jour on le sera. » Fait plus récent, pour mettre un coup de boost à sa campagne en perte de vitesse, Donald a appuyé sur l'accélérateur du pick-up. En effet, son administration a fait mettre en place 2 pick-up dans le jardin de la Maison-Blanche. L'un bleu chargé de 4 énormes poids représentant les démocrates et l'autre rouge avec une grue surnommée judicieusement Trump Administration qui soulevait les poids de la voiture des républicains. Trump a bien dérapé, d'autant plus que ce n'est même pas lui qui est l'auteur de cette idée. On peut dire qu'il est en roue libre. But we were able to do things that nobody has ever been able to do, or even close, on deregulation. And these trucks, this really is a great little example. I don't know who thought of this idea, but it's actually quite simple and quite good. En décembre 2020, toute l'équipe s'est réunie pour une émission spéciale en public au lycée à l'occasion de la journée de la laïcité. Sarah vous explique aujourd'hui ce qu'est la laïcité. On passe maintenant à la chronique sur l'histoire de la laïcité en France avec Sarah Charvet. Bonjour Sarah. Bonjour. Nous allons parler de l'histoire de la laïcité en France, comme l'a dit Valérian. Pour poser les bases, on va d'abord expliquer d'où vient le mot laïcité. Son étymologie, laïque, vient du grec laikos, qui est un dérivé de laos, qui signifie peuple, et du latin laicus, laïque au sens de qui n'a pas reçu les ordres du clergé. Laïque, aujourd'hui, est donc qualifié de ce qui est indépendant de toute religion. Aujourd'hui, on l'a dit, la laïcité repose sur 3 piliers, la liberté de conscience et de culte, la séparation des institutions publiques et des organisations religieuses, et l'égalité devant la loi. Mais d'où viennent-ils ? Le point de départ de la laïcité en France, c'est la Révolution française. Avec elle apparaît l'idée de l'État laïque, neutre entre tous les cultes, indépendant de tous les clergés. Cela permet l'égalité de tous les Français devant la loi, la liberté de tous les cultes, la constitution de l'État civil et du mariage civil, ainsi que l'exercice de tous les droits civils désormais assurés en dehors de toute conviction religieuse.
En effet, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 institue la liberté religieuse, notamment dans l'article 10, « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses ». En 1791, la Constitution française établit la liberté des cultes et accorde des droits identiques aux religions présentes alors en France, catholiques, judaïques et protestantes. Je vous cite un passage de l'article 1er. « La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. » Puis en 1881, les lois de Jules Ferry instituent l'école publique, gratuite, laïque et obligatoire. Plus tard apparaît la loi de 1905. Cette loi est devenue la clé de voûte de nos institutions laïques. Elle implique d'une part la liberté individuelle et collective de religion et de culte, et d'autre part l'autonomie de l'État vis-à-vis des religions qui ne reconnaît, ne salarie ou subventionne aucun culte. La laïcité implique évidemment la neutralité de l'État qui ne doit privilégier aucune option spirituelle ou religieuse. Je vous en cite 2 articles. Article 1. La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public. Article 2. La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. Ce principe de séparation des églises et de l'État de la loi Goblet ne s'applique pas en Alsace et dans le département de Moselle. Cette entorse au principe de laïcité s'explique par l'histoire. De fait, le 9 décembre 1905, lorsque la loi de séparation est votée par le Parlement français, ces territoires font partie de l'Allemagne et lorsqu'ils se rattachent à nouveau à la France, les habitants sont contre cette loi de séparation de l'Église et de l'État. Ce qui fait que ces 2 régions sont des exceptions. En effet, les cultes et lieux religieux reçoivent encore des subventions de l'État. Certaines lois récentes peuvent prêter à confusion. En 1989, la loi Jospin accorde aux élèves des collèges et des lycées la liberté d'information et d'expression, et je cite l'article 10, dans le respect du pluralisme et du principe de neutralité. Cette loi va notamment provoquer l'apparition des foulards islamiques dans les établissements scolaires. Mais en 2004, une loi réglementant le port des signes religieux à l'école a été mise en place pour résoudre les conflits liés au port du voile islamique. Les élèves de collège et lycée ne peuvent donc plus porter de signes religieux ostentatoires. Et une nouvelle loi en 2010 interdisait le port du voile. La laïcité telle qu'on la connaît aujourd'hui s'est donc construite au fil du temps et elle n'a pas terminé de le faire. Il ne faut pas oublier que cette notion reste assez récente malgré tout pour notre société moderne. Nous devrons continuer à l'adapter quand elle fera face à de nouvelles situations, comme ce tragique incident d'octobre dernier. Podcast Your Opinion sur Via Sophie. Pour finir ce best-of de Via Sophie, retrouvons Yang Yang, le correspondant allemand de Valérian, lors de l'émission pour l'amitié franco-allemande en janvier 2021. Bonjour Yang Yang, tu es élève de 10e grade au Steinbart Gymnasium dans la ville de Duisbourg en Allemagne. C'est exact, je suis heureux d'être ici aujourd'hui. Tu es déjà venu en France, Yang Yang, pour un échange avec Calais il y a 2 ans. J'étais d'ailleurs ton correspondant. Quelle grande différence t'ont frappé entre la France et l'Allemagne, plus précisément à l'école, et quel système préfères-tu ? Dans l'ensemble, je n'ai pas remarqué beaucoup de différences. Sauf en ce qui concerne l'école. En France, lorsque vous venez à l'école le matin, vous devez montrer votre carte d'étudiant à un videur et vous n'êtes pas autorisé à rentrer chez vous avant d'avoir assisté à tous les cours. On n'y a rien de tel dans l'école allemande. Nous ne devons pas montrer notre carte d'étudiant lorsque nous entrons dans l'école et nous pouvons également quitter l'enceinte de l'école pendant la récréation. Et je préfère le système allemand, oui. Oui, je m'en souviens, quand je suis allé en Allemagne aussi, il n'y avait pas de carnet et pas de carte et on pouvait rentrer très facilement dans l'école.
Qu'est-ce que ces expériences t'ont apporté ? L'expérience, j'ai essayé de nombreux plats français, comme une sorte de fromage, mais je n'ai pas beaucoup aimé. Oui. J'ai également pu apprendre beaucoup de choses sur la ville de Calais. Oui, je me souviens, les fromages français sont un peu spéciaux, hein. Surtout moi non plus je n'aime pas les fromages bleus, oui. c'est un peu bizarre. Aimerais-tu retourner en France et qu'est-ce que tu aimes là-bas ? Absolument, j'aimerais surtout vous revoir. Oui, j'aimerais aussi retourner à la plage de Calais et y manger des frites. Eh bien merci beaucoup Yang Yang de nous avoir partagé ton avis, on espère te revoir très bientôt. J'étais également très heureux d'être ici. Oui. La prochaine fois que je serai à Calais, on ira encore manger des frites, d'accord ? Bien sûr. À bientôt. C'est la fin de ce best-of de Vie à Sophie, la radio du lycée Sophie Berthelot de Calais. Merci à toute l'équipe, Adèle, Sarah, Candice, Valérian et Victor. Réalisation de ce podcast, Hector Rochery. À bientôt.